Bonjour, je me suis absenté un peu, mais c'est Bertrand Lebovici qui vous parle de drogue, d'addiction, de toxicomanie. Je ne sais pas si vous connaissez une revue qui publie à peu près tous les 3 mois et qui s'appelle SWAPS. La revue SWAPS, vous pouvez la trouver sur le site de VIH, hein, comme l'acronyme du virus de l'immunodéficience humaine, vih.org. Elle est dirigée par un médecin qui s'appelle Didier Gell. Voilà la revue, le numéro 104 du printemps 2023. Donc, elle est dirigée par un médecin, Didier Gell, qui est un ancien président de la MILT. Alors, il s'avère que cette revue a eu la bonne idée de traduire et de publier un article d'un célèbre psychopharmacologue britannique qui s'appelle David Nutt. Et cet article, c'est un article de l'année 2009, c'est-à-dire qu'il a 14 ans. Alors évidemment, ça a quelque chose d'un peu troublant, mais après tout, mieux vaut tard que jamais. Alors j'avais entendu parler du contenu de cet article parce que à peu près tous ceux qui s'intéressent aux drogues en ont entendu parler. Et par ailleurs, j'avais lu un excellent livre de David Nutt qui s'appelle Drugs Without the Hot Air, qu'on pourrait traduire par les drogues sans chichi, dans lequel il évoque cette affaire. De quoi s'agit-il? David Nutt a publié un article extrêmement sérieux et qui démontre qu'il est bien plus dangereux de faire de l'équitation durant un week-end que de gober une pilule d'ecstasy, normalement de MDMA. Cette démonstration a profondément déplu aux autorités britanniques et David Nutt, qui était à l'époque président de l'Advisory Council on the Misuse of Drugs, a été démis de ses fonctions. Et comme tout ça a tout de même créé un certain scandale en Grande-Bretagne, eh bien, lui qui n'était connu que dans le landerneau médico-scientifique, a acquis à partir de ce moment-là une grande célébrité. Il a longtemps travaillé à Bristol. Aujourd'hui, il dirige une équipe à l'Imperial College de Londres. Et cette équipe est surtout connue pour ses remarquables travaux sur l'utilisation des psychédéliques à des fins médicales, à des fins thérapeutiques. Alors, je vais pas aller, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur David Nutt parce qu'il a publié avec son équipe en 2010 une classification des drogues en fonction de leur dangerosité individuelle et collective, mais j'y reviendrai une autre fois, je m'arrête là. Comme je vous l'ai dit, j'avais entendu parler de toute cette affaire, mais j'avais jamais lu le fameux papier de 2009 où David Nutt, pour se moquer, invente une nouvelle addiction, l'équasie, qui est l'addiction au fait de faire du cheval. Bon, c'était un peu une manière de se moquer. En tout cas, sa démonstration était tout à fait impeccable. Et il s'avère que dans ce papier, il y a un développement tout à fait extraordinaire et que je vais vous lire. Il dit ceci: les médias semblent en général avoir à cœur de relayer des rumeurs alarmistes sur les drogues illicites, à quelques exceptions près. Une analyse révélatrice regroupant 10 ans de couverture médiatique sur les morts dues aux drogues en Écosse illustre parfaitement leur perspective déformée. Au cours de cette décennie, la probabilité qu'un journal rapporte une mort par paracétamol a été de 1 tous les 250 décès. Pour le diazépam, c'est-à-dire le Valium, de 1 tous les 50 décès. À l'opposé, un décès sur 3 dû aux amphétamines a été rapporté et tous les décès par ecstasy ont été couverts. Alors ça, évidemment, c'était un développement dans l'article, dans ce fameux article de David Nutt de 2009 que je ne connaissais pas, mais qui est évidemment extraordinairement intéressant et extraordinairement parlant.
on voit qu'il existe une surreprésentation dans les médias des décès liés aux drogues illicites, alors qu'il y a une sous-représentation massive concernant, par exemple, une substance comme le paracétamol, hein, qui n'est pas du tout une drogue psychoactive. Le paracétamol, c'est le principe actif, par exemple, du Doliprane, de l'efferalgan, et c'est un médicament, il faut le signaler, en tout cas c'est le cas en France, qui est la première cause de greffe du foie pour des raisons toxiques. Car au-delà de certaines quantités prises sur le long cours, le paracétamol présente une toxicité évidente pour le foie. Et d'ailleurs, il commence tardivement à y avoir des campagnes sur l'abus de paracétamol par les uns et par les autres. Je vais m'arrêter là concernant David Nutt, mais enfin, en tout cas, ceux qui lisent l'anglais peuvent vraiment s'acheter Drugs Without the Hot Air, parce que c'est un excellent livre qui couvre une large gamme de situations et de substances. Et puis, ils peuvent aussi aller jeter un coup d'œil sur la revue SWAPS, et en particulier sur cet article. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est une étude qui a été récemment publiée. Je ne l'ai pas encore trouvée sur le site de l'OFDT, parce que je pense que la presse en a eu connaissance avant que l'OFDT ne la mette en ligne, ou alors c'est moi qui ai mal cherché, mais c'est une étude qui a été faite par un économiste français qui s'appelle Pierre Kopp, et qui avait déjà, au moins une fois en 2015, mais il a peut-être entre les deux réitéré, avait travaillé sur le coût social des drogues. Et donc, il vient de publier une étude sur le coût social des drogues, et vous allez voir que c'est tout de même extrêmement intéressant. Alors, il y a des chiffres qui sont connus, mais je vous les donne. Hein. 73 000 décès liés au tabac, par an, évidemment, 41 000 décès liés à l'alcool, et 1230 décès liés aux drogues illicites. Alors, il ne faut pas se tromper sur la manière dont il faut interpréter ces chiffres. Évidemment, il y a bien plus de consommateurs de tabac et bien plus de consommateurs d'alcool, qui sont deux drogues légales, qu'il n'y a de consommateurs de drogues illicites. Il n'empêche que manifestement, ces deux drogues tuent beaucoup. C'est d'ailleurs un des arguments les plus utilisés par les prohibitionnistes. Les prohibitionnistes disent « ça n'est pas parce que le tabac et l'alcool sont des drogues dangereuses qu'ils tuent autant, l'alcool et le tabac tuent autant parce que ce sont des drogues légales ». Alors évidemment, il faut pouvoir répondre à cet argument, et la première réponse qu'on peut donner, c'est que le cadre légal du tabac et celui de l'alcool ne sont pas du tout des cadres qui conviennent. Très longtemps, le tabac et l'alcool ont été publicisés avec des moyens absolument considérable, parce que les lobbies du tabac comme les lobbies de l'alcool sont des lobbies extrêmement riches et puissants, et donc on n'a certainement pas affaire avec le tabac et l'alcool à des modèles de légalisation qu'il faut suivre. Il n'empêche que on est dans cette situation. Pierre Kopp va un peu plus loin parce qu'il essaye de comparer ce que coûte, ce que rapporte le tabac et l'alcool en matière de taxes et ce qu'ils coûtent à la société. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre que ça coûte bien plus cher que ça ne rapporte. Par exemple, pour le tabac, les taxes représentent 13 milliards d'euros. Ça me paraît absolument considérable. Non, c'est bien des milliards d'euros. Mais les dépenses s'élèvent à 16,5 milliards d'euros. Pour l'alcool, 4 milliards d'euros de taxes versus 7,8 milliards d'euros de dépenses. Je ne crois pas qu'il ait pu faire la même chose concernant les drogues illicites. En tout cas, manifestement, ces deux drogues, le tabac et l'alcool, coûtent bien plus à la société qu'elles ne lui rapportent. Alors je reviens d'un mot sur l'argument des prohibitionnistes. D'abord, je vous conseille, puisque je vous conseillais
d'aller sur le site de VIH.org pour y lire SWAPS, je vous conseille d'aller sur le site de l'OFDT. Ceux qui s'intéressent aux drogues et qui ne sont jamais allés sur ce site vont passer des nuits blanches parce qu'il y a énormément de choses à lire et des choses qui sont tout à fait intéressantes. Mais je reviens à la raison pour laquelle je voulais vous parler de cette étude de Pierre Kopp, et c'est le fameux argument selon lequel les drogues qui sont légales deviennent nécessairement des drogues dangereuses, comme le démontrent, d'après les prohibitionnistes, le tabac et l'alcool. Alors la vérité, c'est que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, je ne vais pas me répéter, mais il y a différents modèles de légalisation. Il faut se souvenir quand même qu'il y a encore quelques décennies, tous les soldats qui faisaient à l'époque leur service militaire, et tout le monde ou à peu près faisait son service militaire, on leur offrait des cigarettes troupes pour qu'ils commencent à devenir des fumeurs et qu'ils le restent une fois revenus à la vie civile. Si ça n'est pas une manière d'accrocher les gens à une drogue dure comme le tabac, on ne sait pas très bien comment ça s'appelle. Donc ce ne sont certainement pas de bons modèles de légalisation, et en particulier la légalisation du cannabis, qui est une question qui se pose à l'échelle internationale. Vous savez qu'en Europe même, l'Allemagne a l'intention de légaliser le cannabis, alors ils vont peut-être le faire à minima, en autorisant par exemple la production par les familles de quelques plants de cannabis, mais en tout cas, ils vont sortir de la prohibition du cannabis qui va mettre la France dans une situation assez compliquée. On peut imaginer que d'abord on va profiter de l'expérience du Canada, de l'expérience de l'Uruguay qui a légalisé il y a 10 ans, du Canada qui a légalisé il y a 5 ans, et d'une vingtaine ou 25 États américains qui ont légalisé le cannabis récréatif. Pratiquement la moitié des États américains ont légalisé le cannabis, même si le cannabis n'est pas légalisé au niveau fédéral. Voilà, j'espère que je vous ai donné des envies de lecture. Je vais essayer de reprendre le rythme hebdomadaire de mes causeries et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.